Bonjour à tous, à nouveau. Nous allons poursuivre cet exposé du droit forestier, cette introduction, à travers la leçon 7 qui sera sans doute la plus longue, peut-être 3/4 d'heure, sur le régime forestier. Vous voici à droite du plan ma thèse sur le régime forestier, 729 pages. Voilà. Un ouvrage qui fait la synthèse à travers la théorie du domaine public et privé de tout le régime forestier. Un travail de référence. Bien, nous allons donc passer à l'exposé du régime forestier. Le régime forestier, c'est cette partie du droit forestier qui régit essentiellement les forêts publiques. C'est la partie la plus ancienne du droit forestier. C'est même le cœur de ce droit. Il n'y a pas que moi qui le dis, mais Charles Guyot l'avait déjà exprimé. C'est également la partie la plus homogène du droit forestier, comme le nom de régime le laisse supposer, le régime forestier. Notre expérience, notre connaissance des anciens auteurs et notre pratique d'autres droits bien éloignés du droit forestier nous conduisent à affirmer que le régime forestier est un phénomène rare en droit français, fort précieux. Et j'ose même affirmer, sans doute au monde aussi, je doute qu'à travers le monde, il y ait un pays, même la Chine, qui ait un droit aussi ancien et perfectionné. Je pourrais développer le sujet, mais j'arrête là. Bibliographie particulière, donc notre thèse, et je fais un petit commentaire, une fois n'est pas coutume. Donc, nous ne résistons pas au plaisir de faire comme un illustre auteur du temps des rois, Louis XV ou Louis XVI, je ne sais plus, Talément des Réaux, avec ses historiettes, ces petites histoires qu'il aimait raconter au sujet des grands personnages, des hommes et des femmes, de la cour, les historiettes. Moi j'ai une petite histoire aussi à raconter. Après avoir soutenu ma thèse, je suis allé trouver une jeune relieuse pas une religieuse, hein, une relieuse, c'est-à-dire qu'elle reliait les livres, rue des Lois à Toulouse. Je voulais du durable. J'avais travaillé 3 ans pour une thèse et je l'avais soutenue devant un jury assez sérieux, costaud. Voilà, donc bon, je voulais du durable. 3 siècles, je lui dis. Elle m'a conseillé le cuir de chèvre. Elle m'a dit pour 3 siècles, minimum, c'est le cuir de chèvre. Il vous durera peut-être 1000 ans. C'est ainsi qu'un exemplaire de la thèse est relié avec la peau de cet animal, la chèvre, qui était interdit en forêt par toutes les coutumes de l'ancienne France. La chèvre trouvée en forêt n'était plus un animal domestique. Toute personne pouvait la tuer et l'emporter ou s'en emparer sans commettre de vol. C'était inscrit dans toutes les coutumes de l'ancienne France, de la coutume de Paris comme de la coutume de Provence, de Normandie, tout ce que vous voulez. Et la relieuse aussi m'a déconseillé la peau de chagrin, c'est une variété de cuir mais qui rétrécit au cours du temps. Et Balzac, confronté à la même information, chez un autre relieur, vers les années 1840 à peu près, a trouvé l'idée si séduisante qu'il en a fait un roman, La peau de chagrin. Roman intéressant, pas un des meilleurs, mais intéressant, évidemment. Pour ces formes de culture, voir notre site de culturesociétale.com. Voilà, j'ai une passion pour la culture de la société tous azimuts.
On présentera, au-delà de cette magnifique photographie, la durée d'application du régime, puis les règles concernant le droit du sol et le droit des activités. Durée d'application du régime forestier. Note de vocabulaire tout d'abord. Depuis 1827 jusqu'en 2001, presque 2 siècles, le régime forestier s'appliquait dès que la forêt était soumise au régime forestier par un arrêté de soumission. L'expression cristallisait une partie des rapports parfois délicats entre l'État et les communes forestières. La grande loi forestière du 9 juillet 2001 a donc effacé ces vénérables expressions. Désormais, les forêts relèvent du régime forestier. Ça veut pas dire grand-chose. Bon, on se bat pour des mots. J'ai déjà signalé ça avec d'autres vocables nés de l'écologie. 711. L'application du régime forestier. Règles de fond, puis de forme. Règles de fond. 71-111. La nature de l'immeuble. Ne peuvent relever du régime forestier que les bois et forêts. Les bois et forêts. Alors, arrêtons-nous là. Pour les forêts domaniales, jadis sans autre condition, depuis 2001, qui figurent sur une liste réglementaire arrêtée par décret. Un décret, c'est un acte soit du chef d'État, soit du Premier ministre. Premier ministre. Pour les bois des personnes publiques, dont les collectivités territoriales, il faut qu'ils soient susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution. Donc les bois et forêts et certains biens non boisés. Les terrains à boiser qui sont cités dans le code forestier et des accessoires des forêts, les chemins, les clairières, les enclaves, ça c'est dans la jurisprudence plutôt. Oui, sûrement. La nature du droit maintenant. Essentiellement est soumise la propriété publique. Communes, départements, régions notamment. Par exception, la propriété privée. Par exception. Société mutualiste, caisse d'épargne. Ou les propriétés privées en indivision avec une ou plusieurs personnes soumises. État, commune, etc. En indivision, donc. La procédure. L'ONF engage la procédure, il y a convocation du propriétaire sur le terrain, on fait mention des observations des parties, c'est-à-dire du propriétaire et de l'administration sur le procès verbal. Si le propriétaire ne vient pas, la formule ancestrale est on passe outre. On ne tient pas compte de l'absence. Voilà. Le dossier est transmis au préfet, puis s'il y a accord du propriétaire, le préfet prend un arrêté d'application du régime forestier. Depuis 2001, c'est le mot. Arrêté d'application, avant c'était l'arrêté de soumission. Et s'il y a des accords, l'application peut être prononcée par le ministre. Les recours. Le recours est possible, mais illusoire sur le fond, sauf soumission aberrante d'un bien non forestier. Aberrante. Sur la forme, par contre, il pourrait y avoir des vices de procédure, peut-être. Le contentieux est inexistant. La distraction du régime forestier, maintenant. Voilà un sujet plus intéressant. Le régime forestier prend fin par un acte de distraction. Le code forestier ne traite pas de la distraction. Oui, c'est très curieux ça. Enfin, c'est très curieux. Ça s'explique. Quand on prend un acte de soumission, c'est-à-dire d'application du régime forestier, il n'y a pas de raison de prévoir qu'il prend fin. Bon. Une distraction tacite, ça existe, peut résulter d'une loi d'aliénation d'une forêt domaniale. Il y a beaucoup de discussions sur les distractions tacites. Mais une loi peut tout.
Une loi peut tout. Elle peut entraîner distraction. Oui, ça juridiquement, ça me semble pas discutable. 72. Le droit du sol maintenant. Le régime forestier comprend des règles spéciales pour l'aliénation, la prescription, le partage communal, la délimitation, le bornage, 3 points de suspension. On ne peut pas tout traiter dans le cadre d'une introduction dans laquelle nous sommes, mais on retiendra ici 2 points, l'aliénation et le partage. 721, l'aliénation. Alors, la matière est assez délicate, politiquement aussi. Donc, quelques éclaircissements s'imposent. L'État comporte notamment 2 pouvoirs, le gouvernement et le législateur. Depuis 1789, on a pensé que seul le législateur pouvait protéger les forêts de l'État, d'où l'exigence d'une loi pour vendre ces forêts. Oui, l'Assemblée nationale. Corrélativement, le gouvernement a été tenté maintes fois depuis 1789 de vendre ces forêts par divers moyens, dont un simple règlement, c'est-à-dire un décret du Premier ministre, voire du chef d'État, ou un arrêté ministériel. Un ministre peut être seul à signer son arrêté dans son cabinet. Encore récemment, on en était arrivé à un équilibre autour de 150 hectares. Au-dessus, il fallait une loi. 150 hectares, c'est quand même grand déjà. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. En dessous, un règlement suffisait. Avec ce garde-fou, belle expression, qu'un bois de moins de 150 hectares compris dans une forêt de plus de 150 hectares ne pouvait être aliéné que par une loi. Éviter de démembrer les forêts petit à petit. En 2006, depuis 1789, on n'avait rien changé. En 2006, on a changé tout cela. La situation actuelle, c'est que toute forêt domaniale peut être vendue par le règlement, décret du Premier ministre, arrêté ministériel en pratique. Dès lors qu'elle fait moins de 150 hectares et qu'on peut vendre morceau par morceau, alors il n'y a plus de garde-fou. Voilà la grande nouveauté. Il n'y a plus de garde-fou. On peut vendre la forêt, 149 hectares, plus 149 hectares, plus 149 hectares, voilà. Si l'on veut s'y opposer, on peut invoquer des causes environnementales ou tirer d'une insuffisance de recettes de la forêt. Ça va devenir une bataille d'experts, c'est tout. Toujours cette prévalence de la technique sur le droit, comme si l'on pouvait gouverner un État par la technique. Même la Grèce, anciennement. On peut remonter à Babylone même. Il y a toujours eu des règles, le droit. Je laisse deviner aux personnes quelles sont les 2 images qui figurent sur ces diapositives, comme on dit. 722, la forêt communale, le partage. Le partage entre les habitants n'est pas possible, interdit par le code forestier. Le partage d'une indivision intercommunale entre les communes membres est toujours possible, suivant le droit commun, voire les commissions syndicales en bien indivis que j'ai déjà cités. Mais les bois communaux, catégorie très particulière, loi du 10 juin 1793, la Convention montagnarde de 1793, ne peuvent être partagés en propriété seulement en jouissance.
Ce sont les produits qui sont attribués. J'ai déjà dit la protection que la révolution de 1793, Robespierre, appliquait seulement au bois, aux forêts quoi, au bois, au contraire de tous les autres biens qui étaient partagés. Le droit des activités, 73. Le régime forestier régit la quasi-totalité des activités en forêt, la quasi-totalité. On prendra ici l'exemple de l'aménagement et de l'affouage communal. L'aménagement, cette partie a été profondément remaniée par la codification de 52 et je juge bon de redonner la parole à Camille Vigouroux, sinon il tomberait dans l'oubli et il est bon de se souvenir, ne fût-ce que pour voir où l'on va. C'est avec une profonde tristesse que nous avons commenté ce chapitre du Code de 1952. Le chapitre n'est pas améliorable. C'est son principe même qui est confus et contradictoire. Il ne fait qu'entériner l'arbitraire actuel des soumissions au régime forestier, des aménagements confondus à tort avec les règlements d'exploitation. Voilà notre point. Et puis aussi la suite, des coupes extraordinaires, enfin, entre lesquelles on ne distingue plus selon qu'elles sont ou non conformes à l'aménagement, et qui ne tarderont pas à être décidées avec autant plus de facilité, maître mot, la facilité, que les coupes ordinaires. Tout cela est la négation même de la tradition forestière juridique. Pour tous les forestiers et juristes forestiers, l'ouvrage de Camille Vigouroux, la lecture de l'ouvrage de Camille Vigouroux, sur le commentaire du Code de 1952-53, est judicieux. Définition et élaboration. Définition d'abord. L'aménagement est depuis 1827 le plan qui par excellence définit pour une forêt les objectifs à retenir et les moyens pour les atteindre. Il n'y a pas de définition générale juridique. En forêt de l'État, l'ONF a un monopole sur l'élaboration de l'aménagement. En forêt territoriale des communes, l'aménagement est préparé par l'ONF en concertation avec la collectivité ou la personne morale propriétaire. Il y a donc juridiquement une association forte du propriétaire. Le document d'aménagement est arrêté par arrêté du ministre chargé des forêts pour l'État et du préfet de région pour les collectivités territoriales. 73.12. Application. L'aménagement distingue les coupes réglées des coupes non réglées. Les coupes réglées sont détaillées à l'aménagement. Dès lors, elles sont exécutées conformément à ses prévisions. Les coupes non réglées ne figurent pas à l'aménagement et par voie de délégation successive sont de la compétence de l'ONF. Autrement dit, le contenu juridique, comme dit Camille Vigouroux aussi, est presque vide. Note, le code forestier ne précise pas quand une coupe doit être réglée ou non. Voilà. Cela relève donc de la compétence technique de l'ONF. Encore la fin du droit forestier, là. À vrai dire, ou à dire plus, jadis, l'aménagement avait un contenu très précis, peu sujet à improvisation. La centralisation de la décision d'aménagement, qui allait jusqu'à porter la signature du chef d'État, c'est quelque chose.
apparaissait comme une garantie. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il a été allégé de son sens juridique pour devenir un document technique au contenu peu contraignant et pouvant être modifié aisément. 732, la vente des coupes et l'exploitation. On est au cœur de l'aménagement, mais cette matière est trop complexe pour qu'il en soit rendu compte ici sérieusement. On peut se reporter à notre thèse ou carrément au code forestier. « 733, la fouage communale. 73-31, les caractères généraux de la fouage. J'ai choisi cette matière parce que la fouage communale est de nouveau depuis de nombreuses années d'actualité. Il est pratiqué dans beaucoup de régions de France. C'est quelque chose de vivant et de très utile. C'est un mode de disposition des coupes en forêt communale relevant du régime forestier qui conduit chaque année le conseil municipal à attribuer les coupes à fougères, comme on dit, soit à la commune, soit aux habitants. Voilà la définition. Soit à la commune, soit aux habitants, chaque année. Cette définition est très utile car elle explique tout ce qu'il y a dessous. Dans ce dernier cas, aux habitants, l'attribution peut avoir lieu en argent, après vente des bois, ou en nature, partage des bois. C'est une pratique ancestrale, c'est très vieux. La fouage est annuelle, il renaît chaque année, il ne s'éteint pas par prescription. La prescription, c'est l'application d'un délai de temps, par exemple 30 ans, au terme duquel soit vous avez un droit, prescription acquisitive, soit vous ne l'avez plus, prescription extinctive. Il ne peut s'acquérir par prescription non plus, il est chaque année, même si un conseil municipal pendant 30 ans, 50 ans ne l'a jamais appliqué, il peut toujours le remettre en vigueur. La délivrance à fougère. Pour bénéficier de la fougagiste doit remplir des conditions. Il doit par exemple habiter dans la commune. Habiter, ça veut dire prendre ses repas. Alors, sur toutes ces questions pratiques, réelles, vous trouverez dans mon code forestier, dans le tome 2 sur le régime forestier, à la fin du code, une immense synthèse de tout le contentieux de la fouage, où il y a tous les détails, tous. Il faut qu'il y ait une délivrance du conseil municipal qui notamment fixe le rôle à fouager et donc vérifie si les conditions d'habitation sont remplies. Le conseil municipal peut affecter les coupes au budget de la commune, on l'a dit au début, plutôt qu'aux affouagistes. C'est une relation entre le conseil municipal et ses électeurs. Ça. L'exercice du droit maintenant. Le contrôle de l'exploitation. Il y a deux modes. Oui, parce qu'il peut y avoir des gens en forêt aussi. Souvenez-vous du principe que j'ai relevé au tout début, la forêt sans hommes. Là, on est dans un cas où il peut y avoir des hommes. Il y a deux modes. Le premier, on exploite puis on partage les bois coupés. L'exploitation est alors réalisée par un entrepreneur spécial, comme on dit, ou en régie communale. Voilà. Le second, le conseil municipal peut autoriser le partage sur pied, préalablement à l'exploitation. L'exploitation a lieu alors sous la garantie de 3 habitants solvables. Elle peut être effectuée par tous les affouagistes. C'est là que vous pouvez avoir par définition, tous les affouagistes dans la forêt. Ce dernier procédé correspond aux vieilles traditions françaises, communautaires et conviviales, encore en vigueur à l'occasion de la fouage. Le mode de partage.
Le conseil municipal choisit l'un des modes de partage définis par le code forestier. Ça peut être par feu, c'est-à-dire par maison. Par maison, quel que soit qu'il y ait une personne ou 10 personnes, c'est égal. Ça peut être par personne, c'est plus égalitaire ça. Ou ça peut être mixte, c'est-à-dire à la fois feu et personne. Voilà. C'est le conseil municipal qui décide. La perception des produits par la foi est juste, maintenant. La foi juste peut percevoir son lot en argent, mais il peut percevoir son lot en nature aussi. La dernière évolution, en 2010, fait que la foi juste ne peut vendre les bois qui lui ont été délivrés en nature. Pour le bois de chauffage, ça pose pas de problème, mais pour le bois d'œuvre, ça peut poser des problèmes. Enfin, encore faut-il que la forêt puisse fournir du bois d'œuvre. Une forêt à foi juste, c'est plus délicat. Eh bien, en un temps que j'avais mal estimé, c'est-à-dire moins d'une demi-heure, nous avons traité de la forêt publique, du régime forestier. Oui. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, voir ma thèse, qui est un ouvrage de réflexion, comme toute thèse, d'analyse pratique, mais aussi de réflexion, avec des idées. Voilà. Ça fait penser, quoi. Ça fait discuter. C'est une thèse. Thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Thèse, antithèse. Hein, bon. Donc, là, vous avez eu un rappel succinct des principales caractéristiques du régime forestier. C'était la leçon 7. L'avant-dernière leçon, c'est la leçon 8, qui va être plus courte, sur la forêt privée, où je vais traiter du plan simple de gestion. Voilà. Nous allons le voir tout à l'heure, et je vous remercie de votre attention. Nous avons déjà fait un grand chemin, et je vous dis au revoir et à bientôt.